Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec la MNT qui, je le rappelle s'il en était besoin, est la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé et en prévoyance et qui parraine un cycle de webconférences organisées avec les éditions VK, dont celle-ci consacrée aujourd'hui à la question des facteurs de risque aujourd'hui et demain pour les agents des collectivités. Deux véritables défis pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est important de comprendre l'origine et l'enjeu de ces risques déjà présents ou émergents afin de mieux les prévenir. Et nous porterons un regard particulier sur la question de la santé mentale qui nécessite une approche de tous les acteurs de terrain concernés. Nous évoquerons également l'importance de la cohésion d'équipe. D'ailleurs, une récente étude présentée par la MNT et les élèves de l'INET à Marseille lors du dernier congrès des administrateurs sur les modes de travail collaboratif insistait particulièrement sur l'urgence d'être encore plus attentif aux enjeux de cohésion d'équipe. Alors, comment agir pour prévenir ces risques, pour éviter d'une part que cela se traduise par des arrêts de travail et d'autre part que cela mène à des situations pouvant glisser jusqu'à la désinsertion professionnelle? Comment sensibiliser les collectivités et les alerter en apportant une définition de la santé mentale qui soit accessible, compréhensible et pour que ce risque soit pris en compte dans les politiques RH, et puis quelles pistes d'action sur les conditions d'emploi, les facteurs d'organisation et relationnels qui interagissent avec le fonctionnement mental. Pour en parler, deux intervenantes, Mathilde Icard, DG du Centre de gestion 59 et présidente de l'association des DRH des grandes collectivités, partenaire de cette webconférence. Je rappelle que l'association contient environ, mais Mathilde nous confirmera, environ 220 membres, à la fois laboratoire d'idées et une association toujours très présente dans le cadre de tous les débats sur les réformes impactant les ressources humaines des collectivités locales. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et Estelle Perrier, qui est psychologue du travail, ergonome, correspondante handicap au centre de gestion 12, donc l'Aveyron, un département rural, si on peut dire. Bonjour Estelle. Bonjour. Et toutes les deux vont répondre à vos questions et effectivement à mes questions que je me permettrai de leur poser. Alors pour poser vos questions, je vous rappelle que vous disposez de l'icône « Questions » qui est sur votre écran et je les relayerai au mieux. Et enfin, je vous informe que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours qui viennent. Mais il est temps de commencer, et je vais peut-être commencer par vous, Mathilde. Dans le cadre de la prévoyance, puisque c'était l'idée du titre de cette conférence, vous avez un regard qui est large, à la fois comme directrice de centre de gestion et présidente de l'association des DRH. Quels sont, de votre point de vue, ces facteurs de risque actuels et puis ceux de demain? Merci Hugues, merci Aveka de nous associer à ce temps précieux d'échange. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être aussi avec Estelle et la MNT, notre partenaire. Alors sur un sujet d'actualité et un sujet d'ailleurs qui concerne fortement la fonction publique et la fonction publique territoriale, celle que je connais le mieux aujourd'hui du fait justement de sa structure des effectifs, de la diversité des métiers. Vous vivez comme moi, je pense, une pyramide des âges qui montre qu'il y a plus de personnes qui vont partir dans les prochaines années à la retraite que de jeunes. Selon les territoires, on est à peu près à un départ sur 5 d'agents qui vont faire valoir leur droit à la retraite dans les prochaines années. Donc des enjeux déjà importants de ce côté-là, en lien avec ce vieillissement de la population active et je pense aussi ces 10-15 dernières années des services de santé au travail au sein des collectivités ou en lien avec les collectivités qui se sont installées et donc une meilleure prise en charge aussi de ces questions-là. Moi, quand je suis rentrée dans la fonction publique territoriale il y a 20
20 ans, on ne parlait pas de toutes ces choses-là. Le suivi de santé au travail était plus fait en pointillé. Et là, aujourd'hui, on est avec de vraies équipes pluridisciplinaires au sein des collectivités ou pour les collectivités. Ça, c'est pour les éléments de contexte, et dans les facteurs de risque, au-delà de la question du vieillissement des agents territoriaux, il y a aussi cette forte exposition au risque professionnel avec plus de 250 métiers, une exposition à des risques professionnels dans la relation au public, mais aussi dans les contraintes liées aux services publics rendus. Et également avec des éléments, on va dire, plus liés à l'environnement de travail ou à l'environnement financier, des ressources financières des collectivités qui se tendent, des enjeux sur les ressources humaines, des difficultés d'ailleurs aussi à recruter, et puis en parallèle des risques psychosociaux, une meilleure, on va dire, prise en compte ou visibilité de ce qu'on peut appeler des troubles psychosociaux, c'est-à-dire ce que l'environnement de travail, ce que l'organisation va elle-même produire, et donc générer autant de risques en parallèle. Je pense aussi en lien avec la meilleure prise en charge, forcément aussi, et le vieillissement, la longue maladie qui est plus fréquente dans nos effectifs, la prise en charge aussi des maladies chroniques au sein de la fonction publique et puis de la société en général, et donc des risques du fait de ce portrait de désinsertion professionnelle. Les personnes qui sont touchées aussi bien par ces enjeux de risque, de troubles que de maladies, qui potentiellement peuvent s'éloigner de l'emploi si nous, comme professionnels, comme managers, on ne fait rien. Ça peut être facile en fait que les agents, enfin ça peut être facile d'isoler, sans le vouloir hein, évidemment, ou d'éloigner de l'emploi les agents. Je pense aussi à un autre point qui est important et qui nous percute là, c'est la question de la digitalisation. Dans nos modes de travail, comment on intègre le digital, qui est parfois peut-être trop vécu comme des projets informatiques, alors que ce sont d'autres modes d'organisation du travail. Sur ça, d'ailleurs, je vous incite à lire le dernier ouvrage de Marc-Éric Bobillet-Chaumont, qui est titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM, sur les enjeux de digitalisation et d'organisation du travail. On va en parler, d'ailleurs, il va inaugurer notre journée d'études le 6 juillet prochain à Nantes. Ces sujets, c'est des sujets sérieux, et si on ne les prend pas sous l'angle RH, ça développe des risques professionnels, et donc ça atteint la santé des agents et la santé du travail en général. Et bien sûr, un risque sur lequel j'ai un petit peu travaillé, c'est aussi le risque général dans un contexte de tension de recrutement, de dégradation de l'attractivité, et donc en contrepoint, l'intérêt de travailler sur la prévoyance comme facteur d'attractivité sur un territoire aussi. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à votre première question. Estelle, quand on préparait cette émission, on parlait de ces risques, de la détection aussi de ces risques, et vous me disiez que il faut savoir avoir une certaine vigilance, parce que ce qui apparaît souvent, ce sont des problématiques physiques, organisationnelles, mais que vous me disiez, ce sont souvent d'autres choses qui se cachent derrière. Alors, oui, effectivement. Alors, Mathilde en a un petit peu parlé déjà, mais c'est un peu la face, on va dire, visible de l'iceberg, mais souvent, les problématiques physiques notamment, derrière se cache un mal-être, un mal-être émotionnel, psychologique, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, un stress intense, en fait, et c'est des agents, en fait, qui vont tirer, qui vont peut-être s'isoler ou se sentir isolés, ou, enfin, voilà, le collectif peut les isoler également, mais c'est toute une multitude de facteurs qui fait qu'effectivement, souvent, en fait,
la porte d'entrée, c'est, au niveau du service de médecine, c'est la problématique physique, mais en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des problématiques psychologiques et de risques psychosociaux derrière qui sont bien plus importantes. Néanmoins, avant d'aborder toutes ces problématiques, il faut prendre en charge la personne dans son individualité et petit à petit, en comprenant un petit peu ce qui se passe dans l'organisation du travail, c'est vrai que ça nous permet aussi d'aller rencontrer les élus, d'aller rencontrer les DGS et de leur expliquer un petit peu ce qui peut se jouer dans leur service, ce qu'on pourrait mettre en place en termes de prévention, les accompagner là-dedans. Voilà. Mais effectivement, c'est souvent des problématiques psychologiques. Est-ce qu'on peut dire, c'est une question que je pose à toutes les deux, c'est que Mathilde disait tout à l'heure à quel point les choses ont évolué depuis son entrée dans la territoriale. Est-ce qu'on peut dire, formuler ça de la manière suivante, c'est que la notion de maladie et de santé se définissent pas toujours par des données purement objectives, mais sont aussi des expériences qui sont de l'ordre du vécu. Mathilde, peut-être? Oui, je pense, alors, sous plusieurs angles. D'abord, sous un angle personnel, le fait que la maladie soit plus acceptée, en fait, qu'on puisse mieux en parler, qu'il y ait moins de stigmatisation. Donc ça permet d'en tenir compte. Je crois aussi que la responsabilité en fait de l'employeur sur l'ensemble des sphères de la vie en fait des agents est plus claire. Il y a quelques années, par exemple, vous voyez, jamais on aurait osé maintenir le lien avec un agent en moi, j'ai eu beaucoup de discussions sur ces questions-là. Ben non, c'est la sphère professionnelle, etc. Ça ne veut pas dire que c'est une porosité totale, mais en tout cas, on prend, nous sommes pris dans notre intégrité, dans notre personne totalement, avec des moments plus compliqués que d'autres. Donc ça, je crois que c'est vraiment une évolution importante que je trouve positive quand c'est bien fait aussi, parce qu'on pourra y revenir. Et puis, il y a aussi l'autre angle, sous un angle plus macro, qui est que je pense du côté des professionnels RH, des managers, on a été mieux formés progressivement, on a mieux pris en compte ce que nos gestes professionnels pouvaient générer. Donc l'enjeu par exemple de management, alors on les appelle comme on veut, ça dépend des écoles, de management bienveillant, de management empathique, altruiste, de management par la confiance, tout ça, ça a quand même bien évolué et forcément ça a un effet qui nous permet aussi de constater dans notre expérience comme manager qu'on peut agir partiellement évidemment, mais sur la santé des personnes et sur sa propre santé aussi. Bien. Estelle, par rapport à cette question plus générale que j'évoquais sur le fait que les maladies et santé ne sont pas des données objectives, et puis qu'on rentre beaucoup plus dans le vécu et peut-être des choses un peu plus personnelles chez les agents. Alors oui, effectivement, ça, on le ressent et là en fait, je pense qu'il y a un auteur, un chercheur qui est très connu et qui travaille dessus depuis de nombreuses années, c'est Christophe Dejour. En fait, moi, je vous renvoie au livre de Christophe Dejour, notamment Travail sur mental, qui vraiment en fait en parle réellement et il parle de cette double centralité et du sexuel et du travail en fait. Et effectivement, tout est lié et tout se joue en fait, que ce soit dans la sphère du travail ou dans la sphère privée, effectivement. Alors, sans prononcer le mot, on voit qu'on tourne beaucoup autour de la notion de santé mentale. Mathilde, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce risque soit pris en compte dans les politiques RH et surtout que les agents puissent se reconnaître comme étant ayant un problème de santé mentale, sachant que on voit bien que la santé mentale, ça ne se limite pas
à la maladie mentale. Enfin, je veux dire, c'est aussi peut-être un état qui peut être pour différentes personnes, agents, comme d'ailleurs les services RH, parfois difficiles à reconnaître. Oui, la santé mentale ou l'altération de la santé mentale, c'est pas, équivalent de troubles, psychiatriques. Ça, c'est un sujet, qu'on a eu à travailler nous au sein du centre de gestion du Nord, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Il y a vraiment 2 dimensions et nous savons tous ici et derrière nos écrans que nous avons tous une santé, mentale et que nous devons, la préserver, comme une santé, physique. Donc quand on s'appuie, quand on regarde les définitions, celle qui est, la plus, reconnue, c'est celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit bien, ce que vous disiez Hugues, que c'est un état. Alors, la définition exacte, c'est un état de bien-être qui va permettre à chacun de réaliser son potentiel. Donc ça, c'est un point intéressant, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, dans le monde du travail, c'est avoir la capacité d'agir, apporter sa pierre à l'édifice, pouvoir planter ses graines et les voir pousser, mesurer le fruit de son travail, se sentir bien le matin quand on va travailler, arriver à avoir les bons appuis autour de soi pour se sentir soutenu quand on a des problèmes à gérer, parce qu'on a tous les jours plein de problèmes, chacun à tout niveau des problèmes à gérer. Donc cette notion de santé mentale, moi je trouve qu'elle a été mieux appréhendée depuis la phase de crise sanitaire. Parce que à ce moment-là, pour une grande partie d'entre nous, on a quand même senti ce que ça pouvait être de supporter un état de stress intense et peut-être on a vu le moment où potentiellement on pouvait basculer. Donc finalement, en fait, ça dépend. On a tous cet enjeu de préservation de la santé mentale, mais ça va dépendre de plein de facteurs. Et ce que moi, par exemple, je vais pouvoir aujourd'hui supporter sera pas la même chose qu'Hugues ou Estelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour qu'on puisse tous bien le supporter, il faut notamment pouvoir se réaliser dans son travail. Donc nous, il y a 4 ans, quand on a entamé ces travaux sur la santé mentale au centre de gestion du Nord, on a eu beaucoup de mal à faire comprendre ce point qui était qu'on avait tous, ça nous concerne tous, et que c'était pas en fait le cas isolé d'agents qu'il faut pouvoir accompagner aussi bien sûr, qui ont des troubles psychiatriques. Ça nous concerne tous, on a un esprit et un corps et d'ailleurs tout est lié. Parfois, des fois, le corps lâche parce que notre esprit est aussi fatigué. C'est un peu ce que Estelle disait tout à l'heure, dans le fait que derrière des problématiques physiques, c'est souvent autre chose qui se cache. Est-ce que j'aimerais bien qu'on s'arrête un tout petit peu sur la méthode, c'est-à-dire comment, en termes de diagnostic, et puis j'évoquais dans mon introduction le fait que c'est une approche qui doit être transdisciplinaire. Oui, les chiffres, c'est important. Déjà, ne pas avoir de données sur les questions de maladie, d'arrêt, de temps passé dans l'arrêt court, dans l'arrêt long, finalement, ça révèle quelque chose d'une organisation. Et je dis pas que moi, j'ai toujours eu ces tableaux de bord, ces indicateurs, hein, partout où je suis passée, ça a été compliqué en fait de récolter et de mettre en place des systèmes de suivi parce que c'était pas forcément le sujet ou alors parce
qu'on n'en était pas au niveau de maturité nécessaire pour objectiver la situation. Mais quand on a, à mon sens, dans la méthode, fait le choix de partir d'un diagnostic, ben, on va pouvoir travailler sur les bons sujets. Sur les bons sujets qui vont être peut-être différents selon les équipes d'une collectivité. Ou alors générique à tous. Moi, je me souviens de collectivités précédentes où on voyait au travers des données qu'il y avait un sujet sur telle unité de travail, sur les arrêts répétés, par exemple en lien avec les cycles de la grippe, par exemple, et sur d'autres sujets en lien avec les intempéries pour les accidents de trajet, et sur d'autres du micro-absentéisme qui révélait aussi d'autres choses. Donc, dans la méthode, moi, ce que je suggère, c'est vraiment d'objectiver, d'avoir des données, et d'ailleurs de structurer les équipes RH pour construire ces tableaux de bord et pouvoir en discuter avec les managers, qu'ils aient les éléments nécessaires pour pouvoir mettre en place leur plan d'action. C'est comme ça, par exemple, qu'au sein du Centre de gestion du Nord, qui du coup accompagne l'ensemble des collectivités, pour notre cas, dans notre territoire, c'est l'ensemble des collectivités du Nord qui adhèrent, enfin qui sont partenaires et qui donc travaillent avec nous sur le conseil médical. C'est comme ça qu'au travers du diagnostic il y a 4 ans, on a vu que plus de 50% des arrêts longs étaient liés à des enjeux de santé mentale. Et donc, ça nous a permis en fait de travailler sur cette thématique. On a vu aussi qu'il y avait un enjeu sur les cancers, ce qui est assez aussi malheureusement fréquent sur de nombreux territoires. Et on a aussi travaillé sur ces questions de cancer et cancer du sein en particulier. Donc, dans la méthode, pour moi, ce qui est important d'abord, c'est qu'on objective pour savoir de quoi on parle réellement. Et souvent, ça nous fait changer nos a priori. Et ça, c'est intéressant. Et sur le côté transdisciplinaire? Alors ça, c'est un sacré enjeu aussi. Souvent, ces questions-là sont, disons, de la compétence d'experts, et c'est important d'avoir une expertise sur ces sujets. Mais ce qui fait, à mon sens, que ça peut marcher dans des projets de santé au travail et de santé dans l'emploi, c'est que justement les différents experts puissent parler ensemble. Ça peut pas être le monopole d'une équipe de santé au travail ou d'une équipe chargée de l'évolution professionnelle ou du management ou des RH. C'est forcément l'affaire de tous, y compris bien sûr des syndicats et des personnes aussi concernées. Transdisciplinaire, c'est encore différent de la notion de pluridisciplinaire, c'est-à-dire que là, on va tous en fait s'orienter vers un objet, en l'occurrence, comment accompagner par exemple les agents malades, et donc dépasser l'étape qui est apprendre à travailler ensemble. Juste pour apprendre à travailler ensemble, on travaille ensemble sur un objet précis, par exemple la désinsertion, lutter contre la désinsertion professionnelle. Alors, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots sur un dispositif de recherche-action. Je crois qu'on a une slide sur ce sujet-là. Là, voilà. Oui. Alors, qui est totalement artisanal, je m'en excuse, mais je vais pouvoir vous l'expliquer. Comme je vous disais, on a, il y a 4 ans, posé ce diagnostic de la question des arrêts longs et du lien avec la santé mentale. On aurait pu décider, en fait, justement, de travailler entre experts et de faire un joli plan d'action qui serait resté certainement sur l'une de mes étagères. Et donc, on a fait ce choix d'une approche transdisciplinaire qui met en fait la personne concernée
au cœur du dispositif. Et on a fait appel à des chercheurs, en l'occurrence au Conservatoire national des arts et métiers, à la professeure Dominique Lhuillier, à ses collègues Clément Brochot et Frédéric Brugel, qui sont tous psychologues du travail, et puis l'un d'entre eux est sociologue, pour nous aider dans cette affaire, en partenariat avec également l'établissement de santé public de santé mentale d'un territoire et l'Université de Lille, François-Xavier de Vetter, sous l'angle plus statistique, économique, pour avoir toutes les approches. Et ce qui peut être caractérisé comme, on va dire, innovant, mais pour moi, en fait, c'est un peu la base, c'est qu'on a commencé d'abord à discuter de tout ça avec les personnes concernées et avec les différents acteurs. Donc, c'est ce que vous voyez, en fait, dans les différentes bulles, où on a travaillé d'abord sur l'effet, la prise en compte de la santé mentale pour les agents en arrêt. Il y a eu donc ça, c'est ce que vous voyez sur la gauche de la diapositive, la mise en place en fait de groupes d'échange, de dialogue qui étaient composés, et ils continuent à fonctionner, d'agents en arrêt long. Donc là, déjà rien que pour identifier les personnes, c'était un sujet en soi, pour communiquer, pour dépasser le cap de donc on va leur adresser un courrier. En plus, nous, on avait le sujet de on est centre de gestion, donc on n'était pas employeur directement. Donc il y a eu plein de sujets passionnants. Donc des agents qui ont travaillé, et les premiers en fait ont construit le dispositif, qui ont d'abord travaillé entre eux sur ces questions-là pour clarifier le diagnostic et ce qu'ils vivaient sur la prise en compte de la santé mentale dans les politiques et dans leur propre parcours de vie. Un travail avec les employeurs, donc au travers des élus qui siégeaient dans notre CHSCT aujourd'hui, formation spécialisée, des représentants des directeurs généraux au travers des différents réseaux. Un groupe aussi pour les grandes collectivités, puisque les enjeux sont très différents selon qu'on est une collectivité de taille moyenne ou petite et une grande collectivité. On n'est pas structuré de la même façon. Il y a déjà des professionnels qui développent des accompagnements sur cette question-là. Un travail avec les syndicats, les organisations syndicales, et un travail avec les experts en santé. Et là, on était vraiment sous l'angle pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les médecins du travail parlaient aux médecins agréés, aux infirmiers du travail, aux psychologues, aux psychiatres, aux médecins libéraux. Voilà, donc tous ces groupes ont d'abord travaillé séparément, et puis ce qui a été intéressant, c'est de relier ces différents groupes pour croiser justement les points de vue, et donc finalement le diagnostic a été enrichi comme ça. Bon, enfin c'est un sujet qui a duré là plus de 2 ans et demi pour structurer tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les professionnels du centre de gestion ont animé, co-animé avec les chercheurs ces différents groupes, et ont donc développé de nouvelles compétences. Être là pour créer les conditions du dialogue plutôt que pour dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est un sujet aussi dans nos pratiques professionnelles qui est important. Et vous voyez dans les différents outils qui ont pu voir le jour qu'il y a aussi bien un guide à l'attention des agents et des employeurs qui a été diffusé, que les élus avec les organisations syndicales main dans la main sont allés
sur l'ensemble du territoire, dans les intercommunalités, sensibiliser leurs collègues sur les questions de santé mentale. Des guides, des outils ont été élaborés aussi pour les grandes collectivités. Les professionnels de santé ont élaboré avec les agents concernés des fiches de liaison pour éviter que les agents répètent 1000 fois la même chose et partagent leurs éléments lorsqu'ils le souhaitent, bien sûr, médicaux avec l'ensemble des professionnels de santé. Des communications des médecins du travail ont été élaborées en direction de l'Ordre national de l'Ordre des médecins, puisque les médecins libéraux ont quand même beaucoup de mal à comprendre notre cadre juridique. Donc, autant d'outils intéressants qui sont aujourd'hui mis en place. Outils aussi intéressants, c'est le travail avec, dans le cadre du dialogue social, d'abord un protocole qui a été discuté et élaboré avec les organisations syndicales pour dégager et donner du temps pour des interventions collectives et plus uniquement de l'accompagnement individuel, donc du temps pour travailler sur ces questions de santé mentale, de prévention de la violence sexiste et sexuelle. Donc, autant de sujets qui étaient moins investis parce que les syndicats étaient beaucoup mobilisés sur le traitement de situations individuelles. Et aujourd'hui, une commission santé mentale qui est inscrite dans notre règlement intérieur de la formation spécialisée rattachée au CST sur ces questions-là. Et pour moi, c'est très important l'enjeu d'associer les agents et les syndicats parce que ça oblige aussi. C'est-à-dire que quand une organisation est peut-être moins engagée du fait du départ de certaines personnes, les syndicats et les agents vont être là comme garde-fous en disant regardez tout ce qu'on a fait là, faut que ça continue. Donc ça dépasse aussi l'engagement politique des organisations, on l'installe dans la durée. Très bien. Alors, à ce stade, avant de me tourner vers vous, enfin si j'ose dire Estelle, parce que comme on est à distance, on va poser une question aux personnes qui nous écoutent. C'est une question simple. La santé mentale est-elle perçue comme un enjeu RH dans votre collectivité? Vous répondez par oui ou par non. Et puis, nous analyserons les résultats de cette question sondage et éventuellement partagerons avec nos deux intervenantes. Estelle Berric, j'évoquais tout à l'heure en introduction dans les facteurs de risque l'impact du manque de soutien et des questions de cohésion d'équipe. Est-ce que tout ça, ça nécessite pas un travail, enfin ça a l'air d'une évidence, mais surtout une attention particulière de l'organisation, parce que la cohésion d'équipe, elle se fait pas forcément toute seule. Comment est-ce que vous vivez ça avec les collectivités qui dépendent du centre de gestion où vous travaillez? Alors oui, effectivement, hein, l'ambiance de travail, tout ce qui est le fait de partager ou non les mêmes valeurs, d'avoir une réelle culture d'entreprise, partager les mêmes objectifs, attentes du travail, effectivement, ça a un réel impact hein, sur les facteurs de bien-être. Et du coup, nous, en fait, au centre de gestion, on accompagne vraiment nos collectivités, on les sensibilise au fait de remettre en fait le travail au cœur de chaque service, c'est-à-dire c'est ce qui va être le fait d'avoir du soutien, le fait d'avoir de la cohésion d'équipe, c'est vraiment parler du travail en fait et parler des attentes. Chaque acteur a des attentes différentes du travail. On a des élus qui se sont engagés sur un engagement auprès des citoyens, donc qui ont parfois par rapport à un service ou par rapport à leurs agents des attentes particulières, des managers qui ont aussi leurs propres attentes, et puis les agents également qui, eux, souhaitent dérouler leur travail d'une certaine manière, puisqu'ils ont envie de faire du beau travail, du travail utile. Et parfois, en fait, on se retrouve avec des différences, en fait. Et c'est vraiment là, en fait, où ça va se jouer, la cohésion d'équipe. C'est vraiment... on va reparler du travail, reparler des attentes de chacun. On va essayer de faire diminuer, en fait, ce gap.
Et déjà, rien que le fait d'échanger entre eux, de leur permettre d'échanger, de retravailler, de reparler, de créer des espaces de discussion, on va avoir cette cohésion d'équipe et ce soutien. Qui de plus en plus en fait peut être moi je constate que on l'a de moins en moins ce soutien, notamment parfois entre agents ou même entre hiérarchie et agents, tout simplement parce qu'on fait rentrer parfois des chiffres et on en oublie cette beauté du travail, de l'utilité en fait du travail. Est-ce qu'il n'y a pas vous êtes plutôt dans un département rural, est-ce que la question du management qu'évoquait Mathilde tout à l'heure, à la fois des directeurs et puis aussi des élus, parce qu'il y a souvent une prise directe avec les élus qui est plus importante, est-ce qu'elle ne se pose pas un petit peu différemment, à la fois comme un facteur aggravant ou au contraire comme quelque chose qui peut aider la cohésion? Oui, alors effectivement, ça peut aider la cohésion puisqu'on a des managers qui peuvent être proches de leurs agents. On a des petites collectivités. Nous, on a beaucoup de petites collectivités, donc avec des personnes qui connaissent le travail et qui ont évolué en fait dans la hiérarchie. Et ça peut être aussi un biais puisqu'en fait, l'évolution dans la hiérarchie, quand on n'est pas manager et qu'on ne pense pas le management comme réellement de réelles compétences et plutôt comme une évolution de carrière, parfois on ne voit pas les enjeux réels de ce management-là et donc on se retrouve avec des managers qui ont des difficultés de management où ça peut créer de réels clivages, de réelles cassures en fait dans le réel du travail. Juste pour alimenter vos propos, on a la réponse du sondage à la question qu'on avait posée tout à l'heure. La santé mentale est-elle perçue comme un enjeu RH dans votre collectivité? Alors, je suis incapable de vous dire aujourd'hui le type de collectivité en termes de strates, mais c'est plutôt rassurant la réponse, puisque oui, 63%, non, 37%. Donc, ce qui veut dire, c'est que, en tout cas, dans la perception comme étant un enjeu RH, visiblement, il y a un résultat qui est positif. Alors, je sais pas si, comment vous, Estelle, vous vivez ces chiffres par rapport aux collectivités avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous les trouvez généreux ou Alors, effectivement, je rejoins Mathilde que depuis la crise Covid, la santé mentale est discutée, et en tout cas est revenue au centre vraiment de la santé. On prend conscience effectivement que si on ne fait pas attention à notre santé mentale, si on ne trouve pas un équilibre, on peut avoir aussi, peuvent se développer d'autres pathologies. Mais je crois que ça fait partie d'une évolution environnementale en général, en fait. Voilà. Est-ce que, je reviens sur le fait que vous êtes dans un département rural, il y a souvent un sujet dont on entend parler, c'est la question de la proximité, qui est un des arguments pour aller travailler à tel ou tel endroit, parce qu'il y a tous les déplacements, etc. Est-ce que cette fameuse proximité, on l'évoquait un petit peu en préparant cette émission, est-ce qu'elle n'a pas parfois des effets que je qualifierais de nocifs dans les critères de choix du travail? Oui, alors effectivement, puisque nous, l'Aveyron, on est le 5e département le plus étendu de France, en fait. Donc, effectivement, déjà, rien que la mobilité, elle va être assez restreinte. Et quand on arrive à un certain âge où on va plutôt se centrer sur sa vie familiale. À chaque âge de la vie, en fait, soit le travail prend un peu plus d'importance, soit c'est la vie plutôt personnelle, familiale qui prend plus d'importance. Et effectivement, à ce moment-là, les personnes vont plutôt se retourner vers des collectivités qui sont à proximité de chez elles. Et parfois, donc, il n'y a pas forcément le poste pour lequel elles sont compétentes, donc elles vont choisir un poste par défaut. Elles vont choisir aussi, elles vont rester dans des environnements qui sont difficiles. Hein. On a des collectivités pour qui les idéologies défensives sont très présentes. Et du coup, elles vont rester dans un mal-être et elles vont avoir des difficultés à vraiment
envisager une mobilité puisque autour, il n'y a pas le poste qu'elle souhaite ou elle ne se retrouve pas dans les postes proposés dans les autres collectivités. Donc oui, il peut y avoir un effet néfaste effectivement à cette proximité. Et puis après, il y a toute la partie dans une petite collectivité, toute la partie familiale, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît notre chef de service qui est le cousin de notre voisin. Enfin, voilà, c'est toute une histoire et parfois on a des histoires de village, des histoires qui dépassent la sphère du travail. Et moi, une des premières c'est une des premières questions quand je fais une analyse de la demande que je pose, c'est voilà, est-ce qu'il y a ces personnes-là vivent des conflits aussi à l'extérieur? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées au niveau pro, mais aussi au niveau dans le village? Parfois, ça peut arriver que voilà, pour une cycle de village, ça se retrouve au travail. Ce qui veut dire qu'en termes de... On évoquait tout à l'heure la question du diagnostic, ça peut être parfois très compliqué. Le diagnostic est compliqué et effectivement, c'est là où il faut vraiment conduire une analyse de la demande très, très, très fine. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas se centrer que sur le travail, il faut aussi se centrer sur la sphère en fait psycho-affective et personnelle pour comprendre en fait. Et souvent, de toute façon, quand on a les agents individuels, on le voit très rapidement que ce qui peut se jouer au travail et ce qui peut se jouer hors travail. Mathilde, c'est un département différent dans lequel vous êtes, mais cette réalité existe également? Oui, alors il y a aussi des zones plus isolées, des zones rurales. Moi, je crois qu'il y a une réalité qui est que, en général, quand on entre dans la fonction publique, on est attaché à son métier et on n'a pas pour idée de changer trop souvent. D'ailleurs, au fil du temps, on s'installe, on a des enfants, donc et c'est intéressant aussi parce qu'on est attaché à un territoire et on a une connaissance du territoire, donc on peut aussi apporter plus à nos employeurs de ce côté-là. Cela dit, on sait quand même, et Estelle l'a dit, que alors quand les situations se crispent, c'est déjà presque un peu trop tard. C'est compliqué ensuite parce que tout le monde est connu et c'est compliqué d'accompagner des sorties dans les collectivités voisines. Mais moi, ce qui me semble important, c'est de pouvoir diffuser, et c'était un des objectifs aussi de notre recherche-action. Les agents eux-mêmes disaient, il faut que les agents prennent conscience, il faut qu'on prenne tous conscience que potentiellement, on ne va pas faire le même métier toute notre vie et qu'on va être amené à changer d'employeur. Alors après, soit on considère que c'est de la responsabilité unique de la personne, soit on en fait au niveau des employeurs un enjeu collectif et on contribue à construire des parcours à l'échelle de bassins d'emploi. On discute ensemble pour voir comment créer des passerelles, comment garantir aussi la transparence sur les offres de recrutement, comment aussi maintenir les compétences. Moi, j'ai toujours en tête, en fait, dans un de mes premiers postes, des agents qui rentraient sur la filière technique, qui savaient parfaitement lire. Et puis, quand on leur faisait passer les tests, et puis en plus, c'est des personnes qui conduisaient notamment des camions, qui ne savaient plus lire. Ça, c'est de notre responsabilité. On parle toujours du développement des compétences, mais déjà, il y a l'enjeu aussi de maintenir les compétences. Donc, il y a autant d'actions que l'employeur peut mettre en place pour que les agents soient toujours pleinement employables et puissent construire des parcours à côté de chez eux. Je pense à une autre action qu'on met en place, là qu'on teste sur 2 bassins. On a testé au niveau d'un bassin du côté de Valenciennes et à la rentrée du côté de l'Avesnois, qui est une zone plus, on va dire, isolée, où des collectivités, avec le centre de gestion et des associations, ont dit: «OK, on va ouvrir nos portes et montrer ce que c'est que de travailler dans notre collectivité». Ça, c'est des sujets importants parce que souvent, on a l'impression, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est très compliqué, en fait, de se faire recruter dans la collectivité d'à côté. On ne connaît pas les métiers. Voilà, donc beaucoup d'outils qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une politique RH
qu'on soit petite ou grande collectivité, pour créer, pour tous ceux qui le veulent et qui le peuvent, du mouvement à l'échelle de bassins d'emploi. C'est compliqué en ce moment, dans une période de tension de recrutement où en fait, chacun a intérêt à garder ses pépites. Moi, ce que je pense, et là je reboucle avec d'autres travaux sur l'attractivité, c'est que oui, bien sûr, on a tous intérêt à ce que les collègues ne partent pas, sauf que ne pas construire de perspective de carrière sur le long terme et donc de perspective de rebond, c'est plus nocif que de se mettre dans cette dynamique d'accompagner les mobilités à l'échelle de bassins d'emploi. Alors, précisément, Estelle, tous ces risques qui ont des impacts sur l'absentéisme, sur la désinsertion professionnelle, au centre de gestion, qu'est-ce que vous avez mis en place en fait? Alors, nous, au centre de gestion, depuis 2012, nous sommes conventionnés avec le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Et dans ce cadre, en fait, on a mis en place une cellule maintien dans l'emploi. Alors, c'est un petit peu ce qu'a présenté Mathilde, c'est-à-dire que chaque mois, en fait, on va se réunir. Nous, on est un petit CDG, hein, on est 22, 23 agents, donc on va se réunir, donc l'ensemble du service de médecine professionnels, donc la psychologue, le médecin, l'infirmier, l'assistant de prévention également, notre secrétaire médical, et on va aborder toutes les situations de maintien en fait. On va essayer d'anticiper un maximum le maintien, c'est-à-dire que dès qu'on a un agent qui arrive, alors soit via les visites, soit sur sollicitation de la collectivité et sur sa sollicitation à lui aussi, hein, puisqu'en fait, on leur demande d'être acteur autant la collectivité, mais aussi l'agent. On va aller sur site, rencontrer les collectivités et leur apporter un accompagnement, alors qu'il soit matériel, ça veut dire on peut faire des études de poste avec des préconisations matérielles, organisationnelles, etc., mais aussi des réponses en termes de statut. Donc là, on travaille beaucoup avec notre service statutaire et le secrétariat des instances médicales pour voir comment on peut accompagner ce maintien dans l'emploi, comment on peut accompagner cette reprise sur poste également. Et on travaille également avec notre service emploi qui peut accompagner les agents, surtout sur des mobilités, mobilité externe, mais en tout cas, qu'il y a une visibilité sur vraiment les besoins du territoire et du coup, sur les demandes également. Donc, vraiment, tout le centre de gestion est vraiment partie prenante du maintien dans l'emploi. Et puis ensuite, on accompagne sur la période préparatoire au reclassement, hein, quand les agents sont déclarinables à toute fonction de leur grade. Où là, en fait, on a tout un travail qui est fait d'accompagnement de la collectivité, d'accompagnement de l'agent aussi pour faire le deuil de l'ancien métier, les accompagner vraiment sur une reconversion. Et si pour des raisons qui en incombent, l'agent va se retrouver en retraite pour invalidité, puisqu'il n'y a pas eu de poste, hein, ni de possibilité de mutation sur le nouveau poste formé. À ce moment-là, moi, je les accompagne. En fait, on fait un tuilage avec Cap Emploi, donc on les accompagne pour qu'ils soient accompagnés une fois qu'ils sont sortis des Cap d'emploi par des acteurs de l'emploi. Est-ce que dans l'accompagnement, il n'y a pas une question aussi c'est une des questions qui nous est posée par les internautes, sur une question de formation aussi en santé mentale des agents des services RH? Alors oui, effectivement, nos agents des services RH, on les sensibilise de plus en plus. Il y a également une obligation, je crois, d'être formés. Hein. Enfin, en tout cas, dans les collectivités, il y a des personnes formées au SST en santé mentale. Donc ça peut être aussi une possibilité. Après, je sais que nous, les services RH ont vraiment le réflexe quand ils sont vraiment en difficulté de nous appeler, on les accompagne, très régulièrement, on accompagne des services RH dans la compréhension de cette dimension-là, la compréhension de parfois difficultés psychiques que certains agents peuvent rencontrer. Voilà. Et ces formations existent? En santé mentale? Oui. Oui, elles existent.
D'accord. Oui, on peut faire la promotion. Notre service public de la formation, le CNFPT, a mis en place des formations de sauveteurs secouristes en santé mentale avec justement des séquences de sensibilisation, la possibilité aussi de devenir formateur sur ces sujets. Donc moi, je vous invite tous à suivre et toutes ces formations-là. Ben, il faut qu'elle soit mieux connue parce qu'il y a effectivement un certain nombre de questions à ce Oui. Donc, c'est sujet. accessible sur le catalogue du CNFPT. Il y a un autre angle aussi possible, j'en profite, Hugues, de travailler sur ces questions, c'est s'appuyer sur les personnes qui ont connu, qui ont été concernées par ce sujet. Nous, au Centre de gestion du Nord, on va installer un réseau de pairs en faisant appel à tous les agents et notamment ceux qui ont travaillé avec nous dans cette recherche-action, qui ont fait l'expérience de la maladie, ça va dépasser la question de la santé mentale, qui ont fait l'expérience de la maladie et qui vont pouvoir conseiller des personnes qui vont être concernées ou des managers qui ne savent pas forcément comment discuter avec leurs collaborateurs. Donc voilà, un beau sujet, un réseau là qui va être installé dans les prochains mois. Ça revient, c'est ce qu'on disait au début, de l'importance de l'expérience du vécu. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien, Mathilde, poser la question parce que je sais qu'il y a un travail qui a été fait, qu'il y a une vidéo d'ailleurs qui existe, qu'on n'a pas pu mettre dans cette émission, mais dont on enverra le lien à tous les participants, qui est une question un peu différente sur le genre et la santé mentale, si je puis dire. C'est un peu réducteur. On pourrait poser la question de la manière suivante. Est-ce qu'il y a une possible influence du genre dans l'accompagnement des personnes qui sont fragilisées? Alors, oui, toutes les ressources qu'on a créées collectivement, elles sont réutilisables. Allez-y, utilisez-les. Le but, c'est que ça serve au plus grand nombre. Ça nous fera plaisir à tous que ces sujets puissent être engagés, investis par l'ensemble des collectivités. Sur la question... Mathilde, ça répond à la question d'une personne qui demandait si Voilà. les outils sont disponibles ou accessibles. Oui, ils le sont. Prenez-les. Sur la question du genre, nous, c'est un sujet au départ qu'on n'a pas exploré. D'ailleurs, même pas dans le diagnostic, comme quoi. Nul n'est parfait. Et c'est l'ANACT qui nous a proposé d'écrire un article sur la question de l'influence du genre. Et là, on a commencé à faire un sujet de discussion avec l'ensemble des groupes et à affiner le diagnostic. Et donc, assurément, oui, il y a un enjeu de genre. À l'image de tous les stéréotypes qu'il peut y avoir aussi dans notre société. Je vais vous donner des illustrations très basiques, mais le rapport à la fragilité forcément est différent selon qu'on est une femme ou un homme concerné, selon qu'on est une femme ou un homme qui accompagne cette personne-là. Il y a plus d'agents hommes qui vont être orientés vers des troubles musculo-squelettiques, alors que, comme l'avait dit Estelle, peut-être qu'il y a un sujet plus de santé mentale, là où les femmes vont plus se livrer et se mettre à nu sur la question des vulnérabilités. Donc, tout ça, c'est des sujets quand on est manager, DRH, il faut en avoir conscience parce que sinon on produit nous-mêmes des risques et des stéréotypes. Donc c'est important de interrogez-vous aussi, comme moi je l'ai fait, alors sûrement trop tard pour une partie de ma carrière, de ce que nous-mêmes on peut générer et comment on peut mettre des gens plus ou moins facilement dans des cases du fait qu'ils soient femmes ou hommes. Il y a une dimension aussi forcément accrue dans notre versant de la fonction publique parce que nos métiers sont très genrés. Donc, dans l'analyse statistique qu'on a produit, on voit que, par exemple, plus un métier
est dit masculin du fait du constat, hein, parce qu'il y a plus d'hommes dans ce métier que de femmes, bah, finalement, ce sont les femmes qui vont avoir plus d'arrêts liés à la santé mentale, et inversement, plus un métier est dit féminin, bah, la part d'hommes qui a un enjeu de santé mentale va être plus importante. Donc, c'est aussi bah, tout l'enjeu de la mixité. Mais alors ça, enfin, on a encore un sacré chemin dans la territoriale. Tout l'enjeu aussi de la mixité des métiers. Donc, assurément, il y a un genre. Et puis après, il y a aussi forcément ça, on le voit, et je pense qu'Estelle le voit aussi, sur la question de la place des femmes, notamment dans les collectivités plus petites, qui vont avoir des temps non complets, qui ont des parcours de vie aussi plus précarisés, et donc les liens qu'il peut y avoir avec bah, finalement l'aggravation du risque. Donc tous ces sujets, moi, je vous invite vraiment à y réfléchir pour justement bah, les aborder. Ça fait partie aussi de la question du genre, et à l'appréhender pleinement. C'est d'ailleurs après tout ça qu'on s'est mis notamment à travailler globalement sur les questions d'égalité professionnelle, et puis bien sûr aussi les sujets de violence sexistes et sexuelles. Estelle, est-ce que cette analyse, cette question du genre et de la santé mentale, c'est quelque chose que vous avez ressenti? Alors, oui, oui, bien évidemment, en fait, hein, on a des métiers genrés, bien évidemment. Je pense à des collectivités qui, en recrutement pour une auxiliaire de puériculture, étaient voilà, quand on reçoit un CV d'un homme, ben la première, mais comme tout le monde, hein, première réaction, ça va être une réaction de surprise. Et effectivement, il faut travailler dessus. Après, je reprends toujours en fait les travaux de Christophe Dejour, et il en parle très bien dans Souffrance en France, sur cette virilité en fait, hein, où effectivement les métiers hommes, c'est la virilité, les métiers virils, c'est cette force, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas cette notion comment on peut dire, pas cette notion de vulnérabilité, alors que les métiers féminins, effectivement, en fait, on a cette notion-là. Et donc, dans les métiers, par exemple, de direction, la vulnérabilité est mal perçue. Donc, effectivement, on aura beaucoup plus d'hommes. Et dans nos métiers féminins, on aura beaucoup plus, enfin, métiers un peu plus, bon, il y a de la vulnérabilité, tout ce qui va être plutôt le soin aux enfants, les ATSEM, etc. Et effectivement, on se rend compte que ce sont des métiers temps non complet, avec des contraintes particulières, avec des amplitudes horaires très élevées, et qui peuvent aussi créer, mine de rien, beaucoup de souffrance, puisque quand on est 12 heures, même si on a 7 semaines de vacances, et qu'on est 12 heures par jour en présence d'enfants, qu'on a une double hiérarchie, etc., ça peut être très compliqué. Donc oui, effectivement, cette notion de virilité homme-femme, enfin, ces métiers genrés ont un impact. On va prendre une dernière question qui est un peu plus juridique. Est-ce que vous considérez, après il va nous falloir malheureusement conclure, est-ce qu'il y a de votre point de vue un manque de contraintes légales à ce jour pour obliger les employeurs à protéger la santé mentale? C'est un sujet enfin, ça devrait nous occuper toute une journée. Moi, je constate qu'il y a quand même un cadre juridique. Le principe de chaque employeur est qu'il doit, et chaque chef de service, garantir la santé et la sécurité de ses équipes. Après, donc, je ne crois pas que ce soit un sujet d'obligation. Après, la question, c'est peut-être comment, quelles sanctions s'il n'y a pas respect de ces obligations aussi. Aujourd'hui, on sait, ça c'est un sujet qui est beaucoup débattu au sein de l'association des DRH, par exemple. Les agents de la fonction publique n'ont pas les mêmes garanties que les salariés du privé. Je pense notamment à l'inspection du travail. Mais
Eh ben, ça, c'est une réponse pour garantir, pour faire en sorte que chacun ait la même garantie sur le territoire. Après, je crois que sur ces sujets-là, c'est aussi un sujet d'engagement des organisations, d'engagement à avancer sur les questions de santé mentale, parce qu'il y a un lien entre la santé et le travail, parce que quand on est engagé sur ça, déjà ça fait du bien aux agents bien sûr, et aussi ça fait du bien aux usagers et au service public qui sera de meilleure qualité. Estelle, sur ce sujet, sur l'idée du manque de contraintes légales, ou plutôt des sanctions, et puis surtout de faire appel à la générosité, au bon sens des employeurs. Oui, alors pour compléter en fait le propos de Mathilde, effectivement, si on veut effectivement aussi qu'un service RH, qu'un employeur prenne en charge la santé mentale, il faut aussi que lui aussi il prenne en charge sa propre santé mentale. Et parfois on a des services RH qui sont dans des difficultés. Les services RH, c'est quand même des services très complexes qui peuvent répondre à sont exposés, ont eu beaucoup de projets là, à gérer, notamment depuis 2020, qui sont toujours en train de gérer des projets, gérer de l'humain. Et du coup, parfois, en fait, on se rend compte que d'abord, il faut qu'ils priorisent, eux, leur propre santé mentale avant qu'ils puissent mettre déployés sur quelque chose. Et parfois, quand on est en difficulté, on a des défenses qui sont telles qu'on peut leur permettre d'accéder à cette réflexion-là. C'est déjà tout un cheminement et c'est déjà assez long. Pour compléter les propos. Ce qu'on peut, c'est en appuyant sur un commentaire qu'on vient de recevoir, c'est exhorter tous ceux qui ont assisté à cette webconférence à donner du temps à l'écoute. Je reprends juste le propos. J'ai quitté une commune dans laquelle j'étais en réelle souffrance et nous sommes nombreux à l'avoir quittée. Nous avons l'impression de ne pas avoir été entendus ni même écoutés. Nous aurions aimé trouver une oreille attentive pour nous aider. Voilà. Donc, en tout cas, merci infiniment à vous deux d'avoir participé à cette webconférence. Merci à la MNT de nous avoir permis de le faire. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.